Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le lundi 24 mars 2025, on se retrouve pour un début de semaine, un début de lundi, les gars, qui part assez fort. Alors bon, tout est relatif parce qu'on est qu'à 2% de plus là sur 24 heures, mais quand même, on a BTC qui arrive vers les 87 000, on est plus proche des 90 que des 80 000. Rappelez-vous, les 90, 92 qui sont vraiment genre la zone qui est un point pivot assez important parce qu'en fait, cette zone-là, c'est la zone de passage pour réintégrer le range et repartir en dynamique haussière. Et tant qu'en fait, on passe pas ce point-là, on est toujours dans une possibilité d'un rebond en fait pour boum, chuter plus tard, comme je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Vous allez voir qu'à court terme, il y a pas mal de choses qui sont passées. Rappelez-vous, on avait des gros ordres de vente juste au-dessus de notre tête qui pouvaient nous empêcher de monter. On avait un ordre de plus de 700 BTC au niveau des 89 000 et je vous avais parlé du fait que ça pouvait être un ordre de spoofing, donc en fait un faux ordre qui pouvait être enlevé. Et c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir qu'il a été déplacé au-dessus à un autre niveau. On a eu aussi un gap qui s'est créé durant ce week-end, qui est un peu plus bas, qu'on pourrait aller chercher. Donc ça pourrait être un niveau super intéressant pour re-rentrer en long sur BTC à ce niveau-là. Surtout que vous allez voir qu'on a une confluence aussi avec les zones de liquidation qui sont au même niveau. Donc on a tout ça sur BTC à voir. On a aussi les altcoins. Je vous parle des altcoins parce que vous allez voir qu'ils sont très corrélés par rapport au taux d'intérêt un peu de la Fed. Alors même si tout le marché au global est assez corrélé au taux d'intérêt de la Fed, mais en l'occurrence les altcoins, c'est quand même assez impressionnant. Et je vais vous montrer un indicateur sur les altcoins. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. Et aussi plutôt optimiste pour une potentielle reprise des altcoins, même si voilà, pour l'instant on a de la marge et c'est pas tout de suite que ça va arriver, mais ça peut s'enchaîner rapidement. Bon, et bien sûr aussi on va voir un peu les marchés traditionnels parce que c'est eux qui mènent encore une fois la danse, mais on a un rebond qui est en train de se faire et qui pourrait être le bottom en V là que je vous parlais sur les marchés traditionnels qu'on voit assez régulièrement. Et ça va vraiment se jouer là durant les prochaines semaines par rapport au fait de savoir si on est dans un rebond pour jeter plus bas et là c'est la merde, ou alors si on est vraiment dans le bottom en V qu'on fait habituellement depuis longtemps et voilà, on repart en dynamique haussière. Donc voilà, pas mal de choses à voir, on perd pas de temps, on commence avec Twitter, on commence avec une petite news de Trump. Bon, il nous fait encore un discours habituel, beaucoup de blabla, mais il y a quand même du concret derrière. Il nous dit la crypto est la plus grande révolution et ensemble nous ferons que l'Amérique, la superpuissance incontestée du Bitcoin et la capitale mondiale de la crypto. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, il appelle le Congrès à adopter une législation sur les stablecoins. Et surtout ça qui est intéressant, alors je voulais parler de la régulation qu'on a en ce moment sur les cryptos. C'est vraiment ce qui nous manquait pour avoir un marché qui est plus stable, plus mature, pour accueillir tous les grands institutionnels, toutes les grosses banques, les ETF, etc. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est excellent. Alors, on s'en rend pas forcément compte à court terme, mais sur du moyen long terme, sur quelques années, on voit clairement la différence. Moi, je le vois de fou entre, par exemple, 2021, où on avait une régulation assez compliquée, où on marchait sur les œufs, on avait pas mal de procès de la part de la SEC. Enfin bref, c'était complexe, que ce soit du côté de Bitcoin et même du côté de pas mal d'altcoins. Et là, on a une régulation qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus rapide et qui va dans le sens des cryptos et qui se met en place pour aller dans le sens des cryptos et de Bitcoin. Et ça, on ne se rend pas forcément compte à court terme sur les marchés, mais c'est un changement qui est quand même hyper important et qui est essentiel pour le développement des cryptos à long terme. Et le fait que ça aille dans ce sens en l'espace de quelques années, c'est juste excellent. Et ça, pour le marché de la crypto, c'est vraiment quelque chose qui va faire la diff à long terme. Et c'est vrai que là, en ce moment, on est pas mal focus sur le court terme, sur le fait que les marchés traditionnels dévissent un peu, qu'on a voilà, les taux d'intérêt qui sont pas forcément comme on voudrait. On a un peu des tensions géopolitiques qui sont pas ouf aussi et qui font que les marchés sont dans l'incertitude et donc que ça chute aussi. Mais quand on dézoome et qu'on regarde un peu qu'est-ce que devient les cryptos et le Bitcoin sur une plus grande échelle de temps, c'est juste parfait, quoi. On a vraiment toutes les planètes qui s'alignent pour faire en sorte que le marché se développe de plus en plus dans le futur. Donc voilà, ça faut pas l'oublier. Aussi, justement, en parlant des taux d'intérêt, je voulais vous passer ça, les stats qu'on a pour les prochaines décisions de la Fed par rapport au taux directeur. Donc vous voyez, du coup, dans le récap qu'on vous a fait, donc pour l'instant, la Fed a maintenu ses taux à 4,25 et 4,5. Donc on n'a pas eu de changement par rapport au mois de mars, par rapport à la réunion du 19 mars. On s'y attendait. Après, là où c'est intéressant, c'est par rapport au FOMC du 7 mai où pour le moment, ouais, on n'a que 18% de prévision pour une baisse des taux. Donc, c'est pas énorme parce qu'en fait, nous, notre but, c'est d'avoir donc une baisse des taux. Et vu que là, en termes de stats, on a 18% contre 81%, comme quoi ça change pas. Donc, ça veut dire qu'ils garderaient les taux d'intérêt à 425 ou 450 points, ça ne bougerait pas. Et s'ils descendent, eh ben, on a 18% de prévision, de chance que ça arrive. Donc, pour l'instant, c'est plus en faveur le fait que les taux ne bougent pas. Mais le truc, c'est que même si ça arrive pas pour le mois de mai, ça arrivera pour, je pense, 2025, forcément. Et donc, vous voyez, on parle ici du meeting de juin qui pourrait se conclure par une baisse des taux. Et en fait, je pense que si ça n'arrive pas pour l'avant l'été, la baisse des taux, ça arrivera pour la rentrée en septembre. Et en fait, moi, je pars de cette optique-là, qu'on aura une baisse des taux, quoi qu'il arrive, durant 2025, parce que c'est ce qui est prévu. J'ai vu même une stat, alors je ne saurais plus vous la sortir exactement, mais je l'ai en tête. C'est durant 2026, il y a une prévision qui a été faite pour 2026, donc dans du coup un peu plus d'un an, où durant en fait l'année qui va arriver, il y aurait environ 3 baisses des taux qui devraient être faites.
3 baisses des taux qui devraient arriver d'ici un an, bah, il y en aura forcément une ou 2 qui arriveraient durant 2025. Bon après, il me semble que c'était une prévision, donc c'est pas voilà une certitude, mais ça part plutôt sur, cet accord-là, quoi. Et en fait, actuellement, la baisse des taux, c'est un peu, j'ai pas envie de dire le seul truc qui nous bloque, mais c'est un peu la chose qui nous empêche d'avancer sur les marchés. Et je voulais venir du coup sur ce graphe-là au niveau des altcoins. Alors c'est un graphe qui a été pas mal, que j'ai pas mal passé au début de la chaîne. Je sais pas si vous vous souvenez, je regardais déjà beaucoup en 2018-2019, mais en 2020, il y a 5-6 ans, enfin il y a 5 ans plutôt au début de la chaîne, j'en parlais souvent et c'était un truc qui nous avait bien aidé, je m'en souviens en 2021, pour essayer de repérer les phases d'alco season. Ou par exemple dans cette phase, ouais, quand on était descendu ici tout en bas, et je me souviens à cette époque, la plupart des gens faisaient l'erreur. C'est-à-dire qu'ils étaient en mode, ouais, ils voyaient l'alco season ici à 75 et la Bitcoin season à 25. Et du coup, les gens se disaient, ah, quand ça dépasse les 75, c'est qu'on rentre en alco season. Et du coup, en fait, les gens, ils rentraient sur les altcoins quand ils étaient par exemple en mars 2021, alors que le top, il était juste après, quoi, sur les altcoins. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. Il faut rentrer sur les altcoins quand on est tout en bas, donc en dessous de la Bitcoin season. Et donc, c'est la montée qui va faire que les altcoins superforment Bitcoin. Et c'est la descente ici qui va faire que Bitcoin superforme les altcoins. Et du coup, il faut plutôt se positionner sur les altcoins quand on est dans les zones ici de 10, voilà, en dessous des 25. Et c'est vrai que pour 2021, ça avait plutôt bien marché. Et après, bon, on l'a un peu délaissé parce que ça a été un indicateur qui a été pas mal, un peu comme l'arc-en-ciel là, à long terme. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. La Rainbow Chart, c'est un indicateur au final qui a été pas mal moqué parce que en fait, il est pas ultra précis. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez qu'on a, là, on est actuellement dans la zone des 25, donc on pourrait se dire, ah, c'est le moment d'entrer sur les altcoins. Mais en fait, ce qui peut se passer, c'est avoir, par exemple, ouais, une chute qui continue à descendre. Et en fait, plus on descend, ouais, vers là, par exemple, le 4, en termes d'échelle, plus on descend dans le rouge, plus en fait, on se retrouve avec une baisse des altcoins qui est importante. C'est-à-dire que là, par exemple, on est déjà, par exemple, à moins 80% et on peut refaire à moins 80 juste pour passer de 25 à 4, quoi. Et surtout, c'est long. C'est-à-dire que, ouais, par exemple, là, on rentre dans le 25 ici, le janvier 2023 et on ressort réellement, vous voyez, ici, là, au niveau de novembre 2023. Donc, on va mettre quasiment 8 mois, 10 mois à passer, quoi. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, vous voyez, actuellement, on est ici. On peut très bien faire comme ici, juste en fin 2024 et remonter rapidement. Mais on peut très bien faire aussi comme 2023 et rester longtemps avant de remonter. Et qu'on ait une alco season uniquement pour voilà, la fin d'année et pas forcément pour juin, là, pour mai-juin. Mais je voulais en venir par rapport à cet indicateur, c'est par rapport au taux d'intérêt qu'on a sur, enfin, aux bêtes et taux qu'on a sur la Fed. En fait, actuellement, si on regarde un peu toutes les datas qu'on a sur les marchés trading et même sur le marché des cryptos, on a plus ou moins tout qui converge vers un marché qui devrait monter. Ce qui bloque, c'est du coup, de 1, l'incertitude là qu'on a au niveau de la géopolitique, au niveau de Trump, les frais de douane, enfin tout ça qui apporte beaucoup d'incertitudes et que les marchés n'aiment pas. Et on a aussi ce problème au niveau voilà, des baisses des taux qui a du mal à arriver et donc le marché anticipe le pire, ce qui fait que voilà, on descend. Mais j'ai vu qu'on avait une corrélation aussi historiquement où à chaque fois que les taux d'intérêt donc au niveau de la Fed étaient assez hauts, on n'avait pas d'alco season en fait. Et d'alco season arrivait uniquement quand on avait des taux d'intérêt qui étaient faibles. Et c'est vrai que ça c'est assez logique parce qu'en fait c'est quand on a des taux d'intérêt qui sont faibles que on a du coup les classes d'actifs risquées comme les altcoins qui vont performer. Et donc, moi, personnellement, je reste persuadé qu'on aura une alco season durant ce cycle de bull run. Je ne sais pas quand elle arrivera. Je ne sais pas si elle arrivera durant les prochains mois ou si elle arrivera plutôt en fin d'année. Mais vu la dynamique qu'on est en train de prendre au niveau de la baisse des taux pour la prochaine année, là, logiquement, ça devrait aller aussi sur les altcoins et suivre derrière. Donc, voilà, pour ça, je reviens sur Twitter. Et ça, j'ai un graphe super intéressant au niveau des stablecoins. Alors, ça, c'est vraiment les graphes à regarder pour un peu connaître la liquidité qu'on a sur Bitcoin et les marchés crypto. Souvent, on regarde, rappelez-vous, la M2, donc la masse monétaire, la globale masse monétaire que je vous ai déjà expliqué dans un tweet là, il y a 2-3 vidéos, où en gros la M2, ça montre la liquidité un peu globale qu'on a sur les marchés au niveau de l'économie plutôt globale. Et en général, quand la M2 monte, eh ben, on a souvent des marchés qui sont en croissance aussi parce que bah voilà, ça va avec. Et on le voit de nouveau avec la M2 et Bitcoin. Quand la M2 monte, en général, Bitcoin aussi est souvent en tendance haussière. Et là, de nouveau, on a la M2 qui est en train de remonter, enfin, qui remonte depuis plusieurs mois, ce qui est plutôt une bonne chose pour Bitcoin. Mais aussi, ce qu'on peut regarder, un peu l'équivalent de la M2, mais pour les cryptos, bah, c'est les stablecoins. Et si vous voyez une augmentation des stablecoins alors que le marché descend, bah, en général, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a des liquidités qui sont disponibles en fait à l'achat pour rentrer sur le marché crypto. Et en fait, on pourrait se dire que quand les stablecoins montent, c'est parce qu'en fait, les cryptos sont vendus. C'est-à-dire que quand on a du Bitcoin qui est vendu en masse, bah, les gens vendent en stablecoin. Du coup, c'est pour ça que quand Bitcoin chute, les stablecoins montent. Mais c'est des gens qui vendent leur Bitcoin pour se mettre en stablecoin et re-rentrer en fait sur le marché des cryptos et de Bitcoin pour pouvoir se repositionner. Et ça, on le voit par rapport à l'augmentation de stablecoin, parce qu'en fait, si les stablecoins ne montaient pas et descendaient, alors que le Bitcoin chute actuellement, ça voudrait dire qu'en fait, les gens, ils cash out réellement, ils sortent réellement du marché. C'est-à-dire qu'ils vendent leur BTC en stablecoin, puis ensuite, ils switchent leur stablecoin en euros, en dollars, puis après, ils les réinvestissent, je sais pas, sur l'immobilier, la bourse, enfin, sur d'autres marchés, et ils sortent de leur crypto.
Mais quand en fait vous avez les fonds qui restent en stablecoin, ça veut dire que la plupart du temps, bah, en fait, ils sont gardés pour être réinjectés sur le marché. Donc actuellement, on a beaucoup de gens qui ont pris des profits et qui sont en stablecoin, mais on voit qu'on a continuation de cette augmentation des stablecoins, ce qui veut dire que voilà, les investisseurs attendent un moment pour re-rentrer sur le marché. Et ça, c'est hyper intéressant. Et on le voit, regardez, vous voyez, au moment où on avait le range ici qui a duré 8 mois, rappelez-vous, sur BTC, bah, on avait les stablecoins qui étaient assez mous, quoi. C'était à peu près au même niveau, on n'avait pas une croissance qui était positive. Et du coup, le marché, bah, il est là, il a toujours pas décollé. Et c'est au moment où vous voyez, les stablecoins ont repris, ont commencé à remonter un peu, bah, là que le marché a commencé à repartir tranquillement. Et là, le fait d'avoir une croissance des stablecoins qui est positive, et ben, c'est beaucoup plus encourageant que ce qu'on avait ici. Personnellement, moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'optique de, voilà, si on fait un bottom, de repartir direct, que d'aller faire un range comme ça de 8 mois qui est super long. Allez, un petit tweet, tiens, sur le dernier support avant le bear market. Bon, data à prendre à la légère, mais bon, on vous l'a quand même sorti. C'est le niveau des 64 000 qui correspond au true market mean. En fait, c'est le coût d'acquisition moyen des investisseurs qu'on considère actifs. C'est-à-dire que la supply inactive, souvent un an d'inactivité, n'est pas prise en compte. Donc, ça veut dire que c'est le prix d'achat moyen que les investisseurs ont par rapport aux investisseurs actifs. Donc, les investisseurs qui ont eu au moins une activité sur la dernière année. Et en fait, ce qu'on remarque par rapport à cette moyenne mobile-là, enfin par rapport à ce niveau-là, c'est que en bull run, bah, en général, vous voyez, on reste toujours au-dessus. Alors là, c'était pas le cas en 2013-2014, mais ouais, en 2007, on est resté tout le long au-dessus. Pareil en 2021, 2021, on était venu s'appuyer dessus pour ensuite repasser au-dessus. Et après, ouais, on l'avait cassé quand on était bien en bear market. Et là, ouais, on est au-dessus pour l'instant tout le long. Et actuellement, il a 64 000 $. Donc, on pourrait se dire que si on passe en dessous, ce serait du coup le niveau voilà, de bear market qui nous fait basculer. Mais c'est vrai que si on attend les 64 000 pour se dire ça y est, on est en bear market, bon, c'est déjà un peu tard. Donc, ouais, indicateur à prendre à la légère, mais bon, je trouve plutôt intéressant. Bon, ensuite, on passe sur un vieux indicateur, mais qu'on a décortiqué et je trouve ça super intéressant. C'est le Crypto Flow Grid. Alors, vous avez déjà entendu 1000 fois, mais c'est vrai qu'on n'a jamais compris comment en fait il est créé. Et là, on vous a donné un peu les pourcentages et je trouve ça vraiment intéressant. Vous voyez, volatilité à 25%, c'est-à-dire que l'indicateur comprend à 25% dans son calcul en fait de son fear au grid par rapport à ce qu'il nous donne comme indication. Et il comprend à 25% la volatilité du marché. Ensuite, 25% le momentum et les volumes du marché, 15% les réseaux sociaux, 10% la dominance, donc la dominance du Bitcoin face aux altcoins, et 10% tendance de recherche. Donc voilà, les requêtes qui sont effectuées sur les cryptos, donc sur Google. Et ensuite, il y a 15% qui restent sur les sondages, mais qui sont actuellement pas pris en compte. Et du coup, c'est intéressant parce que cet indicateur, on a du mal souvent à se dire, bon, c'est quoi? C'est l'euphorie du marché, c'est par rapport à comment les gens ont peur ou ont de la certitude et sont dans l'euphorie. Mais pas tellement au final, c'est plutôt l'intérêt du marché envers Bitcoin. Et ça comprend voilà, volume, activité réseau, requête Google, etc. Bon, et ce qui est intéressant du coup par rapport à la superposition qu'on peut faire de Bitcoin par rapport au Crypto Flow Grid, c'est, vous voyez, on met le Crypto Flow Grid ici en vert et le Bitcoin. Et on s'aperçoit que, bah, de nouveau, quand en fait on a des pics, vous voyez, au niveau du Crypto Flow Grid, on est souvent sur des pics de Bitcoin. Vous voyez, de nouveau ici, pareil ici, ouais, Crypto Flow Grid qui est à fond, Bitcoin qui était pas loin du top. Et inversement, vous voyez, quand on commence à avoir Crypto Flow Grid qui chute pas mal, on est souvent de nouveau, vous voyez, sur un bottom ici. Pareil actuellement, ouais, on est sur, alors peut-être pas un bottom, mais on n'est jamais sûr à 100%, mais ouais, on s'en rapproche et c'est assez similaire de ce qu'on avait ici. Après, comme d'hab, bon, c'est un indicateur prendre avec des pincettes parce qu'en fait, quand on part en bear market, bah, en fait, les phases comme ça de Crypto Grid qui sont assez basses, bah, on les a tout le long. Et du coup, à chaque fois, on peut se dire, tiens, c'est le bottom. Ensuite, on vous a posé quelques indicateurs par rapport à est-ce qu'on a enfin posé le bottom ou pas. Donc, plutôt les indicateurs Glassnode qu'on voit assez régulièrement. Bon, pareil, des indicateurs à prendre avec des pincettes. En réalité, ces indicateurs, ils sont cool à regarder, ils sont bien. Ils donnent des bonnes indications par rapport à Bitcoin, mais il faut les considérer comme un surplus de l'analyse qu'on peut faire sur les cryptos. Et en fait, l'essentiel, ça va être de regarder voilà, l'économie globale, la liquidité qu'on a au niveau de la M2, la stablecoin, tout ça, les taux, comment ils sont par rapport à la Fed, tout ce qu'on a au niveau des marchés traditionnels, l'incertitude au niveau géopolitique. Tout ça va être le plus important, va être genre la majorité de l'analyse qu'on doit faire. Et ensuite, on peut ajouter ces indicateurs-là par-dessus. Ils sont des indicateurs plus focus sur Bitcoin, mais qui prennent pas en compte en fait voilà, la globalité des marchés et tout ce qui s'ensuit. Bon, du coup, on a le MVRV Z Score qui est vraiment connu, où ouais, à chaque fois qu'on fait des pics très hauts au-dessus de la zone rouge, là, vers 7-8, ben, souvent, ouais, on est sur des tops de bull run, ouais, à chaque fois on le voit ici, 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 ici. Pareil pour 2021, ouais, on revenait dans cette zone. Et là, actuellement, c'est vrai que, bon, on n'a pas fait de gros pics. C'est-à-dire que souvent, en fait, on va faire vraiment un top qui va être très euphorique, en fait. Et on le voit ici, par exemple, le premier top qu'on avait fait ici en avril-mai était encore beaucoup plus gros que ce qu'on avait eu ensuite en novembre. Et pour l'instant, c'est vrai que ben, on n'a pas eu vraiment ce top. On a eu un double petit top, mais on n'a pas eu un pic qui se démarque de tout le bull run. Donc, on n'a pas eu cette euphorie-là qu'on attend. Après, il faut se dire aussi qu'au fur et à mesure ouais, du temps
le fur et à mesure des cycles, et ben, en fait, on a cette amplitude qui est de moins en moins grosse. Ouais, on voit les tops qui étaient à 12, ben, en 2007, ils étaient à 10, 11, et puis là, c'était encore plus bas à 7, 8. Donc là, il faut plutôt s'attendre à un top, ouais, qui peut monter à 5, 6 ici. Mais c'est vrai que là, le fait qu'on a même pas atteint les 4, ça fait quand même une bonne différence. Ensuite, on a le Newpel. Alors, ça fait longtemps, lui, qu'on l'a pas vu, qui nous montre donc les différentes phases de. C'est plus ce que le Crypto Grid un peu, qui nous montre les phases d'euphorie et de peur. On voit que en général, ben oui, on revenait sur les zones bleues ici, ici, ici. En 2021, on avait quasiment touché la zone bleue, mais on n'était pas venu la chercher. Et ouais, actuellement, on est juste resté dans la zone verte, assez loin de la zone bleue, sans même aller chercher les premiers pointillés. Et là, actuellement, on revient dans la zone jaune, qui en général, bah ouais, les zones qui sont toujours considérées comme en bull run, ouais, comme on avait ici, ici, ou alors ici en 2021, mais qui sont vraiment la dernière zone à aller chercher pour rester en bull run. Et à partir du moment où en général, vous voyez, on passe en orange ici, bah en fait, on valide que voilà, là c'est sûr, on est en bas parquet. Donc voilà pour ça, un peu plus à court terme maintenant. Donc je vous montre un peu qu'est-ce qui s'est passé à court terme. Vous voyez, on a eu donc les ordres de vente qu'on va aller voir juste après, qui ont pas mal bougé. On avait un gros ordre ici, ouais, de spoofing, du coup, qui a été enlevé, qui a été déplacé à 102 000 $. On a un gap CME aussi qui a été formé à 84 200 $, qu'on pourrait aller combler à court terme. Ça aussi, on va aller voir. Et liquidation, ouais, qui coïncide au niveau des 84 000. Donc, on va directement passer sur la data. Ce sera un peu plus simple pour checker tout ça. Vous voyez, regardez les liquidations. Quand on se met en 3 jours, on voit que bah, on allait chercher tous les shorts. On avait pas mal de liquidations de shorts. Boum, 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 on avait tout liquidé. Là, on se rapproche des 88 000 où on a de moins en moins de shorts à aller chercher. Par contre, vous voyez, en bas, au niveau des longues, on en a pas mal de longues aussi qui ont été positionnées. Et là, en dessous des 84 000, donc au niveau des 83 000 $, on a pas mal de liquidations de longues, donc pas mal de longues qui sont positionnées, et donc leur liquidation se retrouve ici. Et ça pourrait être un niveau intéressant à retester, à venir chercher, pour déjà, en premier temps, liquider tous ces longues qui sont positionnées ici, mais aussi pour aller chercher le gap. Vous allez voir qu'il y a 84 200 $ qui est juste là. Et donc, vous voyez, venir combler le gap, ensuite faire une mèche à liquider les longues, ensuite en partir, ce serait clairement faisable. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir, mais regardez ça, on a les funding rates, les gars, qui sont en négatif. Alors, je sais pas si ça a bougé, mais normalement, ils sont toujours en négatif. Ah, regardez, c'est ça, vous voyez, on a les funding rates, les gars, qui sont en négatif. C'est assez fou à voir. En gros, actuellement, ça veut dire que si vous vous positionnez en longue, vous allez gagner de l'argent en frais de transaction. C'est-à-dire que moi, actuellement, je suis en longue sur BTC depuis 1 ou 2 semaines. Et du coup, tous les frais de transaction qui sont en lien avec mon trade, eh ben, ils sont positifs. C'est-à-dire que là, la plateforme me paye pour tenir mon trade. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui misent sur des shorts, et donc mettre un long, en fait, permet d'être un peu à contre-tendance que ce que fait la plupart des gens, et donc on est payé en termes de frais. Bref, ça c'est fou. Ça veut dire que les gens sont à fond dans le fait que bah, ça short, et ils croient pas du tout à ce mouvement aussi qu'on est en train de faire. Ce qui peut être une bonne chose d'un autre côté, parce que ça veut dire que on va avoir beaucoup plus de shorts positionnés en théorie, ce qui veut dire qu'on pourrait liquider tous ces shorts beaucoup plus importants. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est l'open interest. L'open interest qui nous montre un peu le nombre de positions totales qui sont posées sur BTC, donc au niveau des futurs. Et là, on voit, vous voyez, par rapport au prix qui est ici, eh ben, on a l'open interest qui a bien chuté, qui a fait que chuter donc depuis janvier. Et là, c'est vraiment la première reprise haussière assez importante qu'on a depuis janvier. Si on zoome un peu plus, ouais, on voit qu'on a eu quelques reprises ici, ouais, où ça montait légèrement. Pareil ici, ouais, on a eu une petite bougie, mais c'était rien d'exceptionnel. Et là, depuis le bottom qu'on a fait ici le 11 mars, on est vraiment sur une reprise des open interest qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a connu depuis janvier à chaque rebond. Donc on est sur un rebond qui est plus conséquent, qui a plus de data qui vont dans son sens pour un retournement de tendance que pour un simple rebond et chuter plus bas. Bon, et tout ça, du coup, on peut le cumuler avec les ordres qui sont aussi très intéressants. Vous voyez, on avait un gros ordre. Alors, c'était celui-là au niveau, vous voyez, des 80, regardez ça, au niveau des 91 000 $, ou même au niveau des 89, je sais plus lequel c'était. Ah oui, il y en avait un aussi ici. Alors, il y a plusieurs ordres qui ont été posés, mais oui, là, on avait 740 BTC qui étaient positionnés. Et là, on avait pareil, 749. Donc, en fait, on avait des énormes ordres de vente qui étaient positionnés là. Et rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé du fait que ça pouvait être du spoofing. Donc, ça veut dire que ça pouvait être un faux ordre. En fait, souvent, c'est même pas particulier, mais c'est plutôt un échange. C'est les échanges qui vont poser, donc là, en l'occurrence, c'est Binance, qui vont poser en fait leur ordre de vente à ce niveau-là pour, entre guillemets, bon, c'est un gros mot, mais manipuler le marché, pour faire croire qu'il y a un ordre de vente à ce niveau-là, et que du coup, les gens investissent et achètent ou vendent par rapport en fonction de cet ordre qui est à ce niveau-là. Finalement, voilà, vu que c'était un ordre énorme qui n'était pas forcément sur une zone clé, parce que souvent, en fait, les gros ordres comme ça, ils vont être plutôt sur les niveaux assez ronds, donc comme les 95 000, je sais pas, 100 000, 110 000, mais pas forcément comme ça en plein milieu à 89 000, aussi près du cours, avec autant de BTC. Donc voilà, c'était un forward, il a été enlevé, et ce qui est intéressant, c'est quoi, il a été déplacé tout en haut, où là, on se retrouve avec 735 BTC au niveau des 102 000 $. Donc pareil, là, c'est sûrement un ordre de spoofing, on verra pour l'instant, il est super loin les 102 000, on n'y est pas du tout. Mais ouais, devant nous, on n'a pas grand-chose. On a le niveau des 90 000 avec 200 BTC,
Mais à part ça, vous voyez, jusqu'aux 95 000, on n'a pas grand-chose devant nous qui pose problème. Et donc ça, c'est excellent parce qu'en fait, rappelez-vous, le point pivot, il est entre les 90 et les 92 qui est ici. Ça, c'est vraiment la zone pivot où on réintègre la zone de range qui est ici, vous voyez. Et en fait, passer ce niveau, ça nous permet de réintégrer le range et là de vraiment former, vous voyez, un retournement de structure qui est super bullish, quoi. Et pour atteindre ce niveau des 92 000, ben, pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ordres de vente qui sont positionnés devant nous. Donc ça peut être faisable. Par contre, le hic dans ça, le fait de, vous voyez, réintégrer hop, les 90 000, 92 000 ici et de réintégrer ce range-là, c'est le gap CME. Vous voyez, on a un petit gap qui a été formé ici au niveau des 84 200 $. Vous voyez, en week-end, on le voit, il est juste ici. Et donc, on pourra avoir le cours qui vient corriger, vient venir chercher ce niveau-là pour ensuite repartir. Et rappelez-vous, j'avais parlé des zones de liquidation qui étaient juste en dessous à 83 000 $ ici. Et donc, ça pourrait être intéressant de jouer le fait que bah, le Bitcoin voilà, peut monter un peu à court terme à 88 89 000 $, mais que derrière, ils viennent corriger pour aller chercher le CME à 84 000, même aller chercher un peu plus bas avec une mèche les 83 pour faire une sortie d'éliquation qu'on a ici, et ensuite remonter et aller chercher du coup la zone pivot là des 90 000, 92 000. Donc voilà, moi c'est un peu le scénario que je vais jouer là sur les prochains jours. Et du coup par rapport à ça, vous voyez, j'ai toujours mon long sur BTC. C'est un long que j'avais positionné il y a quelques semaines là au niveau, alors je sais plus quand c'était, peut-être le 10-11 mars par ici, et je voulais une moyenne d'achat au niveau des 82 000. Je l'avais pas mal rechargé plusieurs fois quand on était revenu à ce niveau. Et ensuite, boum, on est remonté. J'ai monté en fait mon stop loss au-dessus de mon prix d'entrée ici à 82 400 $. Et là, en fait, je l'ai baissé à 79 000. Pourquoi? Parce que je veux jouer éventuellement, vous voyez, le fait qu'on revienne à 84. Si je vois qu'on revient sur les 84, 83 000 $, je remettrai de la position sur BTC à ce niveau-là et j'essaierai de jouer le bottom pour voilà, remonter et du coup monter mon prix d'entrée bah, qui sera peut-être à 83 000, 82 500 par ici, juste au-dessus, parce que je remets de la position à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça que je laisse un peu de marge et mettre mon stop loss en dessous des 80 000 à 79 900 $. Donc voilà, c'est ce que je vais jouer. Après là, c'est vraiment un long en swing, donc c'est vraiment un long que je veux laisser sur du court moyen terme, donc sur plusieurs jours, plutôt plusieurs semaines. Et l'objectif de ce long-là, c'est de jouer le retournement de la tendance haussière, que j'expliquais avant, de jouer la réintégration du range, etc. pour que ça remonte. Avec mon stop loss quand même assez serré, au cas où, si vous voyez, on part en tendance baissière, donc ce serait de casser l'ancien niveau qu'on a ici. Et là, si on casse, voilà, je me mets à short à fond parce qu'en fait, si on casse ce niveau, bah, en fait, de nouveau, on va refaire une jambe baissière, comme on l'a fait à chaque fois, c'est-à-dire comme on l'a fait, vous voyez, ici, boum, rebond, on casse plus bas, hop, jambe baissière, là, rebond, on casse plus bas, sûrement une autre jambe baissière, ainsi de suite. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas du tout ce que je prédis. Donc ça, c'est plutôt un long, voilà, en moyen terme sur plusieurs semaines. Après, à court terme, je pense éventuellement mettre un autre long sur BTC, alors peut-être plus petit en position, mais beaucoup plus court terme, où je rentre pareil sur les 83 000, 84 000, 83 000, avec un stop loss très serré, juste en dessous des 82 000, pour en fait jouer voilà, le gap comblé et ensuite jouer la hausse derrière. Donc voilà, ça peut être intéressant. On peut avoir encore une fois un gap de rupture, hein, c'est pas impossible, c'est un gap qui n'est pas comblé et donc ça annonce une forte tendance haussière derrière. C'est possible, mais c'est vrai que vu que ça arrive vraiment pas souvent en général, je vais plutôt privilégier le fait qu'on aille combler ce gap avec les liquidations aussi qui sont juste en dessous du gap, ce qui pourrait être intéressante à aller choper. Donc voilà, pour ça, comme d'hab aussi, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de tester quelques positions de trading, de jouer un peu le gap, tout ça, ou même essayer de faire vos propres stratégies de trading, que ce soit sur Bitcoin, les altcoins, ou en short ou en long, peu importe. N'hésitez pas à passer en inscription. Je vous mettrai le lien de Femex. Vous avez pas mal de bonus au niveau de l'inscription. Et ce qui est cool, c'est que du coup, avec les bonus que vous avez à l'inscription, en fait, vous pouvez faire un premier dépôt. Vous avez des bonus qui vous sont donnés par rapport au dépôt que vous faites. Donc, si vous faites un petit dépôt de quelques dizaines d'euros ou des dépôts beaucoup plus gros de plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous pouvez avoir un bonus qui varie de 10 euros jusqu'à 30 000 euros pour le plus gros. Et après, en fait, avec ce bonus-là, vous pouvez commencer à trader et tester voilà, quelques positions sur les cryptos sans que vous perdez d'argent de votre côté parce qu'en fait, c'est que du bonus. Donc, ouais, je trouve ça plutôt cool. Je reviens sur BTC parce que j'ai d'autres choses à vous montrer sur TradingView. Et ça, BTC en daily qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Le ruban. Le ruban, super intéressant parce que, vous voyez, on revient dedans encore une fois. Alors, c'est assez étonnant de venir le passer alors qu'il est hyper large comme ça, parce que souvent, en fait, on va venir passer le ruban, qu'on a une contraction, vous voyez, comme par exemple on avait ici, et que le ruban est assez fin. Souvent là, en fait, au final, on break. Donc, ça pourrait mettre un peu de temps. Vous voyez, au final, bah, regardez, on vient, hop, chercher le du ruban. Vous voyez, on se fait rejeter. On vient chercher, par exemple, les 84 000 $. On met un peu de temps avant de le passer. Et en fait, le temps de faire ça, bah, le ruban, il va se contracter, vous voyez, de cette façon. Et quand il sera bien contracté ici, et ben là, boum, on pourra le casser. Ça, c'est clairement faisable et c'est même plutôt à privilégier, je pense. Et là, vraiment, cette zone au-dessus du ruban à 89 000 va être hyper importante. Alors là, je vous ai pas mal parlé des 90, 92 000, ça c'est par rapport au range, mais oui, ça va coïncider aussi avec le ruban. C'est-à-dire que le ruban, bah, quand plus on va monter, par exemple, de cette façon, le ruban va aussi remonter avec. Et en fait, on va avoir toute la zone de confluence qui va être dans cette zone un peu large entre les 92 et 89, qui va faire que voilà, si on arrive à réintégrer cette zone et à passer au-dessus,
Là, on réintègre le range et là, c'est parfait. Et on n'est pas sur une réintégration de range pourrie comme on avait ici avec la news de Trump où c'est juste du boom, pop and dump avec une grosse bougie verte, une grosse bougie rouge et au final, bah, on fait rien du tout. Là, c'est une vraie réintégration avec voilà, une jolie structure de retournement qui se met en place. Et ça, c'est tout ce qu'il nous faut pour repartir en bull run. Je voulais vous montrer aussi, tiens, le MACD, ça fait longtemps. Alors, il est vraiment intéressant parce que quand on se met en weekly, on s'aperçoit, j'ai remarqué ça tout à l'heure, que à chaque en fait correction, on va venir chercher la zone de neutralité au niveau du MACD pour dégonfler un peu tout ça et ensuite repartir, voilà, en tendance haussière. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez fréquent sur le MACD où quand il monte trop haut, ben, en fait, hop, il vient corriger et ce qui forme, en fait, au final, c'est ces phases de bull run où, en fait, on monte très fortement, on corrige, on remonte très fortement, on corrige et en fait, à chaque fois, on joue avec, un peu l'euphorie du marché où voilà, on monte, on fait gonfler un peu la bulle, hop, on dégonfle un petit moment et puis on fait regonfler et puis on redégonfle et cetera et cetera. Et là, depuis, le début du cycle, depuis 2022, ouais, ce qui se passe, c'est qu'on a une tendance haussière, on a le MACD qui monte, ensuite on a une sorte de correction range, ce qui fait que le MACD revient un peu vers la zone neutre. Hop, une fois qu'il est revenu vers la zone neutre, on repart à la hausse. Vous voyez, on repart à la hausse. Et dès qu'on repart à la hausse et on refait un top, on est très haut au niveau du MACD, on croise bearish, on dégonfle complètement, on revient à peu près au niveau de la zone neutre. Et vous voyez, du coup, c'est toute la phase de correction et de range. Et ensuite, boum, on remonte. Vous voyez, de nouveau, on remonte, on cross bearish ici. Et là, vous voyez, de nouveau, on dégueule au niveau du MACD, on descend, on descend, on descend. Et là, le but, c'est de revenir vers cette zone neutre ici pour de nouveau croiser. Et du coup, voilà, former cette correction qu'on a ici, par exemple, hop, et de remonter. Bon, après, il faut prendre en compte que le MACD, il a un gros temps de latence. Donc, ça veut dire que là, en fait, même si le cours, vous voyez, il fait par exemple, voilà, un truc comme ça, comme on l'a vu juste avant, bah, en fait, le MACD, il va continuer à descendre un peu et à commencer, ouais, à croiser, par exemple, de cette façon. Et du coup, de nouveau, on aura eu le MACD qui a bien dégonflé, qui s'est ramené vers zone neutre et qui remonte. Et c'est vrai que ça coïncide plutôt bien parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'au niveau de la hausse, au niveau du cycle, en fait, plus on avance dans le cycle, plus les corrections vont être compliquées pour faire descendre le MACD au niveau de la zone neutre. Et ouais, on voit l'augmentation, enfin, le fait que le MACD est toujours un petit peu plus haut que la zone neutre, ou par exemple, ici, ouais, il était très proche de la zone neutre ici. Dès qu'on a eu l'autre correction, donc ici, ouais, le MACD était un petit peu plus haut. Vous voyez, il était plus à ce niveau-là et il était un peu plus haut. Et là, de nouveau, vous voyez, la correction qu'on a ici, et ben en fait, le MACD, ouais, il va sûrement être un peu plus haut au niveau de son croisement que celui qu'on avait ici. Donc voilà, ça coïncide plutôt bien. Donc voilà, tout ça, c'est bien beau. C'est vrai que sur Bitcoin, en fait, quand on regarde, on analyse uniquement Bitcoin, on est vraiment sur une correction d'une tendance haussière. On est vraiment plus sur l'optique voilà, d'avoir un dégonflement donc du marché, vraiment on calme tout et on corrige pour voilà, repartir dans une dynamique haussière. Mais voilà, ça c'est sur Bitcoin. Après, ce qui est super important, c'est de regarder les marchés traditionnels parce qu'en fait, pour l'instant on a ça sur Bitcoin, mais c'est vrai que si les marchés traditionnels ne repartent pas en dynamique haussière, bah, on sera pas dans ce rebond pour repartir en haussière, mais on sera dans le début d'une grosse phase baissière d'un bear market. Et ça, en fait, c'est le problème des marchés trading. C'est que pour l'instant, on est trop corrélé par rapport à ce qui se passe au niveau de l'économie globale et des marchés traditionnels. Mais c'est vrai que pour l'instant, bah, les marchés traditionnels, oui, le but vraiment, c'est d'avoir un V-bottom comme on l'a eu à chaque fois, comme on l'a depuis toujours. Oui, à chaque fois, on fait vraiment un V-bottom, un V-bottom, un V-bottom, un V-bottom. Et c'est toujours ça, les marchés traditionnels, c'est souvent voilà, un V-bottom qu'on va faire. Je parle plutôt en daily, même voire weekly. Et là, oui, c'est vrai qu'on a une bonne correction, on a bien dégueulé, et là, on est en train, du coup, de former ce V-bottom. Et là, les semaines en fait, qui vont suivre vont être vraiment décisives. Parce que, vous voyez, en général, quand on part en dynamique baissière sur S&P, et ben en fait, on est sur à peu près cette zone d'amplitude de montée. C'est-à-dire que, par exemple, regardez là, on part en tendance baissière beaucoup plus profond qu'un V-bottom qu'on aurait pu faire comme ça. Et oui, on voit que bah, on corrige, on vient faire un rebond, et en fait, le rebond, il s'arrête un petit peu du coup avant le haut qu'on a fait ici. Et ensuite, bah, boum, on plonge. De nouveau, par exemple, regardez ici quand on était en tendance baissière. Ouais, on a eu donc, hop, la correction, le rebond qui a été formé ici, le deuxième, et là, boum, on a chuté plus bas. Et en fait, après, la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est à quel point la deuxième chute, si on a un rebond, parce qu'on aura forcément une deuxième chute, à quel point elle est profonde. C'est-à-dire que là, le top du top, bah, c'est faire un V et que ça fasse que monter. Mais voilà, la plupart du temps, bah, à très court terme, quand on va regarder, on va faire un truc comme ça, par exemple. Hop. Et en fait, le but, c'est que, bah, tout simplement, on reste dans une dynamique haussière et donc que le bottom qu'on va faire ici reste plus haut que celui qu'on a là. C'est un peu comme ce qu'on a vu par exemple ici, vous voyez, où hop, on va faire notre V-bottom, on corrige, attention, est-ce qu'on n'est pas sur le rebond qui va faire qu'on va chuter plus bas? Et c'est là où on a notre point pivot, entre guillemets, enfin le moment où on sait que bah, du coup on garde notre dynamique haussière, voilà, on rebondit, on fait le plus bas plus haut que le précédent, et là, boum, on repart dynamique haussière. Là, du coup, ça c'est la même chose, c'est-à-dire que là, hop, on a le rebond, on risque d'avoir une correction, et c'est cette correction qui va nous donner si ou pas bah, le bottom est là, du coup, hop, on repart, ou si du coup il va être plus profond et là voilà c'est la merde. Donc voilà, ça sera durant les prochaines semaines, donc on va surveiller de près. Voilà pour tout ça, je finis avec le commentaire du jour de Bertrand qui nous dit il se passe quoi dans les commentaires pour faire quelque chose. Et c'est vrai que t'as raison, on a un afflux de bots les gars, c'est abusé.
Je sais pas pourquoi, c'est de pire en pire. Franchement, j'ai ça depuis 4-5 ans. À chaque fois, il y a des bots, il y a des arnaques et tout en commentaire. Donc faites hyper gaffe à ce que vous voyez en commentaire parce que des fois, il y a tu moi, je me fais avoir. Des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment le commentaire d'un abonné alors qu'en fait, c'est un scam, quoi. Et franchement, j'ai tout essayé. J'ai essayé de bannir, certains mots, pour pas que, ouais, les bots reviennent et mettent les mêmes commentaires. J'ai essayé, ben, il y a pas mal de modos qui sont sur la chaîne et qui s'occupent de, supprimer, les bots et cetera. Mais en fait, il y en a tellement, tu en bannis un et tu as, 10 derrière qui reviennent, quoi. Donc ça, c'est chiant. En vrai, le seul truc que je peux vous dire, c'est juste faites attention, allez voir les commentaires, faites-vous plaisir, parce qu'il y a plein de trucs, cool, mais faites attention à tout ce qui est commentaires beaucoup likés et tout ce qui est commentaires avec, des algorithmes, où ils parlent d'algorithmes, où ils parlent de quelque chose de basique, mais derrière, il y a plein de commentaires, en dessous du tweet, du commentaire. Regardez, par exemple, là, oui, j'en ai un juste là. Merci d'avoir mentionné cette vidéo, si vous n'êtes pas appliqué les marchés traditionnels, ouais, et cetera. Et donc ça, on pourrait croire que, tu vois, c'est un peu cramé, mais on pourrait croire que c'est quand même un commentaire, normal. Et ouais, là, ils disent: «Merci à madame Tosia Francis pour son aide» et au moment où ils disent: «Merci à monsieur je sais pas quoi, madame je sais pas quoi», c'est que c'est un bot. Et vous voyez, quand vous voyez qu'il y a 10 likes avec 11 réponses derrière, en fait, c'est 11 bots, vous voyez, qui mettent leur Telegram et qui parlent en dessous. Et ça, du coup, hop, je bannis. Et là, regardez, il y en a un autre qui est plus subtil où il dit: «Vos vidéos sont géniales. Je regarde régulièrement et j'apprécie vraiment votre contenu. Je suis intéressé par l'investissement, mais je n'ai pas encore trouvé de bonnes opportunités». Et ouais, en général, les bots, ils, vous voient. C'est-à-dire, ils disent votre contenu, on va pas dire, ton contenu. Et ouais, là, il parle pas de scam ou de quoi. Du coup, on pourrait se dire: «Ah, c'est logique». Et là, quand vous voyez 7 likes, 4 réponses et vous voyez en dessous que ça parle de, voilà, où est-ce que vous avez trouvé d'autres personnes, et cetera, c'est que de nouveau, c'est du bot. Donc, faites attention, je peux juste, compliquer de tous se bannir, mais voilà, il faut, je pense, un peu expliquer. Et en fait, malheureusement, je me dis: «Bon, s'ils sont là, s'ils continuent à mettre des commentaires tout le temps, quoi, sous chaque vidéo, c'est que ça doit marcher et qu'il doit y avoir des gens qui tombent dans le panneau». Donc voilà, faites gaffe. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas de nouveau à passer en inscription. Je vous mettrai les liens pour, Femex ou Mex si jamais ça vous intéresse. Je vous laisse là-dessus. Moi, je dis à plus. Ciao!